flux, régulation et État. Cette conférence est programmée dans le cadre des activités de l'école. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami, M. Hubert Pérez, qui vient de Montpellier. Il est professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier 1. Il est directeur d'un centre de recherche CNRS, rattaché au CNRS, et il a des centres d'intérêt autour des questions de géopolitique, spécialiste de l'Espagne, et il s'intéresse aussi au Maghreb. Et je comprends pourquoi il s'intéresse au Maghreb, parce que M. Pérez est oranais. Même s'il travaille à Montpellier, il reste profondément oranais. Et chaque fois que je le rencontre dans des conférences internationales, il se présente comme oranais. Et un jour, je lui dis qu'est-ce que ça veut dire. Il me dit parce que nous, les oranais, on est comme ça, on est fiers de notre ville. Et même si les Algérois ne nous aiment pas, voilà. Donc, M. Pérez est d'abord un ami et il est venu, je l'ai invité pour donner cette conférence. Il est venu avec beaucoup de plaisir. Après un séjour de 3 jours à Oran, il est venu à Alger pour donner cette conférence sur un sujet, j'allais dire d'actualité. Tous les sujets sont d'actualité, mais celui-là en particulier parce qu'il présente un certain nombre d'enjeux pour nous en Algérie, pour la Méditerranée et pour le monde. Donc voilà, sans plus tarder, je lui donne la parole. Cette présentation va prendre quelque chose comme 40-45 minutes. Et elle sera suivie par un débat où vous intervenez, vous posez des questions qui vous passent par la tête, et il va essayer de vous répondre. Voilà. Tu as la parole. Merci Mohamed Chel, merci beaucoup pour cette introduction à notre conférence aujourd'hui. Merci de cette opportunité de toujours un peu d'attendre de participer à une nouvelle aventure pédagogique. Cette école nationale de la intéressante et des grands essors très intéressant. Je suis très heureux de contribuer extrêmement modestement à cet essor pédagogique. Merci aussi de cette occasion d'être arrivé. La dernière fois que j'étais à Alger, j'avais 3 ou 4 ans, donc je m'en souviens plus beaucoup. Évidemment, je suis resté beaucoup plus longtemps à Oran, mais à Alger, ça restait quelque chose de mythique. J'avais fait la route Oran-Alger et retour sur le réservoir de la motocyclette de mon père, donc ça remonte à très très loin et les images n'étaient plus très fraîches dans ma mémoire. Alors, merci donc de me donner cette opportunité. Alors, je peux dire que en même temps, il faut que je commence presque par des excuses pour votre déception future, peut-être, parce que ce sujet est évidemment un sujet extrêmement vaste et global et qu'on ne peut pas le traiter, en particulier en 40-45 minutes, de tous les points de vue à la fois. Et que le point de vue par lequel je vais l'aborder, le point de vue évidemment qui correspond le mieux à ce que je sais faire, je ne vais pas, maintenant vous parlez de l'Algérie, que vous connaissez beaucoup mieux que moi, et même le Maghreb, et ce d'autant que la manière dont l'Algérie est insérée dans l'économie mondiale est évidemment extrêmement spécifique et pose des problèmes qui sont tout à fait différents de ceux que la mondialisation pose dans des pays européens, en particulier en France. Et ce que je vais vous faire est d'abord issu d'un enseignement dans le cadre de la préparation à un master de coopération internationale dont j'ai la responsabilité, la préparation pour des étudiants français, bien que ce master accueille des étudiants internationaux, et en particulier tous les ans pratiquement des étudiants algériens également. On parle d'économie mondialisée en fonction des problèmes que ça pose en France dans le débat public, plus généralement en Europe. Donc c'est en quelque sorte un effort de décentrement que je vous demande, c'est-à-dire de quitter votre peau d'Algérien pour quelques instants, rassurez-vous simplement, et d'essayer de nous mettre à la place d'étudiants dans un pays européen pour essayer de comprendre de quelle manière eux peuvent voir la mondialisation, quels sont les problèmes qui se posent. Deuxièmement, deuxième avertissement, mon point de vue n'est pas celui d'un économiste. Je ne suis pas un économiste, je suis ce qu'on appelle en France un politiste, un universitaire en sciences politiques, et j'utilise très peu de concepts économiques très élaborés, en particulier parce que les étudiants en sciences politiques ne le comprendraient pas, que mon optique est celle d'études en politique internationale.
que je vais vous donner un certain nombre de concepts, que vous connaissez d'ailleurs peut-être, sans doute déjà, mais qui sont des concepts de politique internationale, qui évidemment considèrent les phénomènes économiques comme un des éléments d'une problématique très vaste qui est la mondialisation. La mondialisation n'est pas seulement économique. Et dans le cours le cours de politique internationale que je fais à Montpellier, je fais précéder cette discussion sur l'économie mondialisée par une discussion sur la guerre et la sécurité collective. C'est quoi la sécurité à l'ère de la mondialisation? Et je le fais suivre par un chapitre consacré aux migrations internationales. C'est quoi la problématique des migrations à l'ère de la mondialisation? Donc j'utilise l'économie simplement comme un des terreaux, des terrains sur lesquels on peut essayer de saisir ce que sont la complexité des phénomènes aujourd'hui liés à la mondialisation. C'est dans cette optique que je vais fonctionner. Donc sur le plan économique, je ne vous apprendrai très certainement rien. Par contre, je vais essayer de vous apporter des données les plus récentes possibles, parce que, dernier point, je crois que c'est très idéologique qu'on puisse avoir des données sérieuses, solides, sur lesquelles travailler. Alors, je dis que mon optique était celle de la dialectique politique internationale. Dans le champ académique de politique internationale, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'envisage en France, on a aujourd'hui la confrontation entre trois paradigmes, trois façons d'aborder la politique internationale qui se concurrencent, mais qui d'une certaine façon aujourd'hui doivent se mélanger si l'on veut comprendre ce qui se passe dans le monde. Le premier, c'est le paradigme que l'on appelle réaliste, que je ne vais pas développer, selon lequel l'acteur fondamental des relations internationales, c'est l'État. L'État qui fonctionne en fonction de ses intérêts, des États qui mettent en œuvre leur puissance dans leurs relations réciproques, et des États qui sont éventuellement susceptibles d'entrer en guerre. C'est évidemment un paradigme qui n'accorde pas beaucoup de place à l'économie, sauf pour parler des ressources économiques qui contribuent à la puissance militaire. Le deuxième paradigme est un paradigme qui nous rapproche déjà beaucoup des questions économiques, c'est le paradigme que l'on appelle fonctionnaliste, inventé par un haut fonctionnaire britannique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, David Mitrany, qui essaye de prendre le contre-pied de beaucoup d'a priori du paradigme réaliste en s'intéressant non pas aux intérêts particuliers des États, non pas à la guerre, mais à tout ce qui définit les besoins de coopération entre les États. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a essayé de réfléchir sur ce sur quoi les États devraient s'entendre pour satisfaire des besoins qui sont évidemment des besoins nationaux, mais des besoins nationaux que l'on ne peut véritablement satisfaire que dans la coopération internationale. Et ça passe notamment par la création d'organisations intergouvernementales, les OIG, qui sont, à côté des États, le deuxième grand acteur des relations internationales, des organisations dans lesquelles on coopère. Alors là, ça nous rapproche déjà beaucoup de l'économie, parce que, évidemment, on verra tout à l'heure, dans la gouvernance mondiale de l'économie, si elle existe, évidemment, les organisations intergouvernementales occupent une place tout à fait centrale. Et enfin, un troisième paradigme que l'on appelle le paradigme transnationaliste, qui est le paradigme mettant d'une certaine façon à l'écart les États en disant mais la plupart des flux internationaux aujourd'hui, ce sont des flux qui sont le fait d'acteurs privés, que ce soit des individus, que ce soit des ONU, que ce soit des firmes transnationales, et là vous voyez qu'on s'en rapproche considérablement de l'économie, et 999 relations à l'échelle internationale sur 1000, écrivait John Burton dans World Society, 999 relations sur 1000 sont des relations entre des acteurs privés. Et donc l'État n'est plus qu'un acteur marginal des relations internationales. Et dans ce paradigme, on insiste sur le rôle des acteurs non étatiques, et en particulier les firmes internationales, même s'il faut reconnaître que ce paradigme il est extrêmement complexe, beaucoup plus complexe que les autres, parce que la manière dont les acteurs privés entrent en interaction avec les États, elle est extrêmement variable. Il y a deux pôles, disait James Rosnow, qui est l'un des grands auteurs de ce courant, le pôle du touriste et le pôle du terroriste. Le touriste, c'est l'individu facilement domestiqué par les États. Les touristes obéissent, ils ont leur visa, ils rentrent, ils ont des circuits organisés, ils ne présentent pas de menaces pour les États. Le terroriste, évidemment, c'est tout le contraire. Le terroriste défie directement l'État dans sa fonction de sécurité.
il ne rentre pas en exhibant sa carte d'identité de terroriste, et donc on est là dans un acteur individuel qui est à l'antithèse, à l'opposé de